Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, honorables députés européens, personnes qui travaillent à des titres divers dans cet hémicycle, chers amis, je vous remercie pour l'invitation à prendre la parole devant cette institution fondamentale de la vie de l'Union européenne et pour l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à travers vous à plus de 500 millions de citoyens des 28 pays membres que vous représentez. Je désire exprimer une gratitude particulière à vous, Monsieur le Président du Parlement, pour les paroles cordiales de bienvenue que vous m'avez adressées au nom de tous les membres de l'Assemblée. Ma visite a lieu plus d'un quart de siècle après celle accomplie par le pape Jean-Paul II. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, en Europe et dans le monde entier. Les blocs opposés qui divisaient alors le continent en deux n'existent plus. Et le désir que l'Europe, se donnant souverainement des institutions libres, puisse un jour se déployer aux dimensions que lui ont données la géographie et plus encore l'histoire, se réalise lentement. À côté d'une Union européenne plus grande, il y a aussi un monde plus complexe et en fort mouvement. Un monde toujours plus interconnecté et globalisé, et donc de moins en moins eurocentrique. À une union plus étendue, plus influente, semble cependant s'adjoindre l'image d'une Europe un peu vieillie et comprimée, qui tend à se sentir moins protagoniste dans un contexte qui la regarde souvent avec distance, méfiance et parfois avec suspicion. En m'adressant à vous aujourd'hui, à partir de ma vocation de pasteur, je désire adresser à tous les citoyens européens un message d'espérance et d'encouragement. Un message d'espérance fondé sur la confiance que les difficultés peuvent devenir des promotrices puissantes d'unité pour vaincre toutes les peurs que l'Europe, avec le monde entier, est en train de traverser. L'espérance dans le Seigneur qui transforme le mal en bien et la mort en vie. Encouragement pour revenir à la ferme conviction des pères fondateurs de l'Union européenne qui ont souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent. Au centre de cet ambitieux projet politique, il y avait la confiance en l'homme, non pas tant comme citoyen ni comme sujet économique, mais en l'homme comme personne dotée d'une dignité transcendante. Je tiens avant tout à souligner le lien étroit qui existe entre ces deux paroles, dignité et transcendante. La dignité est une parole clé qui a caractérisé la reprise du second après-guerre. Notre histoire récente se caractérise par l'indubitable centralité de la promotion de la dignité humaine contre les violences multiples et les discriminations qui, même en Europe, n'ont pas manqué dans le cours des siècles. La perception de l'importance des droits humains naît justement comme aboutissement d'un long chemin, fait de multiples souffrances et sacrifices, qui a contribué à former la conscience du caractère précieux de l'unicité qu'on ne peut répéter de toute personne humaine individuelle. Cette conscience culturelle trouve son fondement non seulement dans les événements de l'histoire, mais surtout dans la pensée européenne, caractérisée par une riche rencontre dont les nombreuses sources lointaines proviennent
de la Grèce et de Rome, de fonds celtes, germaniques et slaves, et du christianisme qu'il a profondément pétri, donnant lieu justement au concept de personne. Aujourd'hui, la promotion des droits humains joue un rôle central dans l'engagement de l'Union européenne en vue de favoriser la dignité de la personne en son sein comme dans ses rapports avec les autres pays. Il s'agit d'un engagement important et admirable, puisque trop de situations subsistent encore dans lesquelles les êtres humains sont traités comme des objets dont on peut programmer la conception, la configuration et l'utilité, et qui ensuite peuvent être jetés quand ils ne servent plus parce qu'ils deviennent faibles, malades ou vieux. Quelle dignité existe vraiment quand manque la possibilité d'exprimer librement sa pensée ou de professer sans contrainte sa foi religieuse? Quelle dignité est possible sans un cadre juridique clair qui limite le domaine de la force et qui fasse prévaloir la loi sur la tyrannie du pouvoir? Quelle dignité peut jamais avoir un homme ou une femme qui fait l'objet de toutes sortes de discriminations? Quelle dignité pourra jamais avoir une personne qui n'a pas de nourriture ou le minimum nécessaire pour vivre et pire encore, qui n'a pas le travail, qui est loin de dignité? Promouvoir la dignité de la personne signifie reconnaître qu'elle possède des droits inaliénables dont elle ne peut être privée au gré de certains et encore moins au bénéfice d'intérêts économiques. Mais il convient de faire attention pour ne pas tomber dans des équivoques qui peuvent naître d'un malentendu sur le concept de droits humains et de leur abus paradoxal. Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels. Je suis tenté de dire individualiste, qui cache une conception de la personne humaine détachée de tout contexte social et anthropologique, presque comme une monade, toujours plus insensible aux autres monades présentes autour de soi. Au concept de droit, celui aussi essentiel et complémentaire de devoir ne semble plus associé, de sorte qu'on finit par affirmer les droits individuels sans tenir compte que tout être humain est lié à un contexte social dans lequel ses droits et devoirs sont connexes à ceux des autres et au bien commun de la société elle-même. Par conséquent, je considère qu'il est plus que jamais vital d'approfondir aujourd'hui une culture des droits humains qui puisse sagement relier la dimension individuelle, ou mieux personnelle, à celle de bien commun, de ce nous tous, formés d'individus, de familles et de groupes intermédiaires qui s'unissent en communauté sociale. En effet, si le droit de chacun n'est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand, il finit par se concevoir comme sans limite et par conséquent devenir source de conflits et de violences. Parler de la dignité transcendante de l'homme signifie donc faire appel à sa nature, à sa capacité innée de distinguer le bien du mal, à cette boussole inscrite dans nos cœurs et que Dieu a imprimée à l'univers créé. Cela signifie surtout de regarder l'homme non pas comme un absolu, mais comme un être relationnel. Une des maladies que je vois la plus répandue aujourd'hui en Europe est la solitude. Précisément de celui qui est privé de lien. On la voit plus particulièrement
chez les personnes âgées, souvent abandonnées à leur destin, comme aussi chez les jeunes privés de points de référence et d'opportunités pour l'avenir. On la voit chez les nombreux pauvres qui peuplent nos villes. On la voit dans le regard perdu des migrants qui sont venus ici en recherche d'un avenir meilleur. Cette solitude a été ensuite accentuée par la crise économique dont les effets perdurent encore avec des conséquences dramatiques du point de vue social. On peut constater qu'au cours des dernières années, à côté du processus d'élargissement de l'Union européenne, s'est accrue la méfiance des citoyens vis-à-vis des institutions considérées comme distantes, occupées à établir des règles perçues comme éloignées de la sensibilité des peuples particuliers, sinon complètement nuisibles. D'un peu partout, on a une impression générale de fatigue, de vieillissement, d'une Europe grand-mère et non plus féconde et vivante. Par conséquent, les grands idéaux qui ont inspiré l'Europe semblent avoir perdu leur force attractive en faveur de la technique bureaucratique de ces institutions. À cela s'ajoutent des styles de vie un peu égoïstes, caractérisés par une opulence désormais insoutenable et souvent indifférente au monde environnant, surtout aux plus pauvres. Spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. On constate avec regret une prévalence des questions techniques et économiques au centre du débat politique, au détriment d'une authentique orientation anthropologique. L'être humain risque d'être réduit à un simple engrenage d'un mécanisme qui le traite à la manière d'un bien de consommation à utiliser. De sorte que nous le remarquons malheureusement souvent, lorsque la vie n'est pas utile au fonctionnement de ce mécanisme, elle est éliminée sans trop de scrupules, comme dans le cas des malades en phase terminale, des personnes âgées, abandonnées et sans soins, ou des enfants tués avant de naître. C'est une grande méprise qui advient quand l'absolutisation de la technique prévaut, ce qui finit par produire une confusion entre la fin et les moyens. Résultat inévitable de la culture du déchet et de la mentalité de consommation exagérée. Au contraire, affirmer la dignité de la personne, c'est reconnaître le caractère précieux de la vie humaine qui nous est donné gratuitement et qui ne peut, pour cette raison, être objet d'échange ou de commerce. Dans votre vocation de parlementaire, vous êtes aussi appelé à une grande mission, bien qu'elle puisse sembler inutile. Prendre soin de la fragilité des peuples et des personnes. Prendre soin de la fragilité veut dire force et tendresse, lutte et fécondité, au milieu d'un modèle fonctionnaliste et privatisé qui conduit inexorablement à la culture du déchet. Prendre soin de la fragilité de la personne et des peuples signifie garder la mémoire et l'espérance, signifie prendre en charge la personne présente dans sa situation la plus marginale et angoissante et être capable de l'oindre de dignité. Comment donc redonner espérance en l'avenir ?
de sorte qu'à partir des jeunes générations, on retrouve la confiance afin de poursuivre le grand idéal d'une Europe unie et en paix, créative et entreprenante, respectueuse des droits et consciente de ses devoirs. Pour répondre à cette question, permettez-moi de recourir à une image. Une des fresques les plus célèbres de Raphaël, qui se trouve au Vatican, représente la dite École d'Athènes. Au centre se trouvent Platon et Aristote. Le premier a le doigt qui pointe vers le haut, vers le monde des idées, nous pourrions dire vers le ciel. Le second tend la main en avant, vers celui qui regarde, vers la terre, la réalité concrète. Cela me paraît être une image qui décrit bien l'Europe et son histoire, faite de la rencontre continuelle entre le ciel et la terre, où le ciel indique l'ouverture à la transcendance, à Dieu, qui a depuis toujours caractérisé l'homme européen, et la terre, qui représente sa capacité pratique et concrète à affronter les situations et les problèmes. L'avenir de l'Europe dépend de la redécouverte du lien vital et inséparable entre ces deux éléments. Une Europe qui n'a plus la capacité de s'ouvrir à la dimension transcendante de la vie est une Europe qui lentement risque de perdre son âme, ainsi que cet esprit humaniste qu'elle aime et défend cependant. Précisément à partir de la nécessité d'une ouverture au transcendant, je veux affirmer la centralité de la personne humaine qui se trouve autrement à la merci des modes et des pouvoirs du moment. En ce sens, j'estime fondamental non seulement le patrimoine que le christianisme a laissé dans le passé pour la formation socio-culturelle du continent, mais surtout la contribution qu'il veut donner aujourd'hui et dans l'avenir à sa croissance. Cette contribution n'est pas un danger pour la laïcité des États, ni pour l'indépendance des institutions de l'Union, mais au contraire un enrichissement. Les idéaux qui l'ont formé dès l'origine le montrent bien. La paix, la subsidiarité et la solidarité réciproque, un humanisme centré sur le respect de la dignité de la personne. Je désire donc renouveler la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à travers la Commission des conférences épiscopales européennes pour entretenir un dialogue profitable, ouvert et transparent avec les institutions de l'Union européenne. De même, je suis convaincu qu'une Europe capable de mettre à profit ses propres racines religieuses, sachant en recueillir la richesse et les potentialités, peut être plus facilement immunisée contre les nombreux extrémismes qui déferlent dans le monde d'aujourd'hui et aussi contre le grand vide d'idées auquel nous assistons en Occident parce que c'est l'oubli de Dieu et non pas sa glorification qui engendre la violence. Nous ne pouvons pas ici ne pas rappeler les nombreuses injustices et persécutions qui frappent quotidiennement les minorités religieuses, en particulier chrétiennes, en divers endroits du monde. Des communautés et des personnes sont l'objet de violences barbares, chassées de leur maison et de leur patrie, vendus comme esclaves, tués, décapités, crucifiés et brûlés vives sous le silence honteux et complice de beaucoup.
La devise de l'Union européenne est « unité dans la diversité ». Mais l'unité ne signifie pas uniformité politique, économique, culturelle ou de pensée. En réalité, toute unité authentique vit de la richesse des diversités qui la composent. Comme une famille qui est d'autant plus unie que chacun des siens peut être sans crainte davantage soi-même. Dans ce sens, j'estime que l'Europe est une famille des peuples, lesquels pourront sentir les institutions de l'Union proches dans la mesure où elles sauront sagement conjuguer l'idéal de l'unité à laquelle on aspire à la diversité propre de chacun, valorisant les traditions particulières, prenant conscience de son histoire et de ses racines, se libérant de nombreuses manipulations et phobies. Mettre au centre la personne humaine signifie avant tout faire en sorte qu'elle exprime librement son visage et sa créativité au niveau des individus comme au niveau des peuples. D'autre part, les particularités de chacun constituent une richesse authentique dans la mesure où elles sont mises au service de tous. Il faut toujours se souvenir de l'architecture propre de l'Union européenne, basée sur les principes de solidarité et de subsidiarité, de sorte que l'aide mutuelle prévale et que l'on puisse marcher dans la confiance réciproque. Dans cette dynamique d'unité-particularité, se pose à vous, mesdames et messieurs, les eurodéputés, l'exigence de maintenir vivante la démocratie des peuples d'Europe. Il est connu qu'une conception uniformisante de la mondialité touche la vitalité du système démocratique, affaiblissant le débat riche, fécond et constructif des organisations et des partis politiques entre eux. On court ainsi le risque de vivre dans le règne de l'idée, de la seule parole, de l'image, du sophisme, et de finir par confondre la réalité de la démocratie avec un nominalisme politique. Maintenir vivante la démocratie en Europe demande d'éviter les manières globalisantes, de diluer la réalité, les purismes angéliques, les totalitarismes du relativisme, les fondamentalismes anhistoriques, les éthiques sans bonté, les intellectualismes sans sagesse. Maintenir vivante la réalité des démocraties est un défi de ce moment historique en évitant que leur force réelle, force politique expressive des peuples, soit écartée face à la pression d'intérêts multinationaux non universels qui les fragilisent et les transforment en systèmes uniformisés de pouvoir financier au service d'empires inconnus. C'est un défi qu'aujourd'hui l'histoire vous lance. Donner espérance à l'Europe ne signifie pas seulement reconnaître la centralité de la personne humaine, mais implique aussi d'en favoriser les capacités. Il s'agit donc d'y investir ainsi que dans les domaines où ces talents se forment et portent du fruit. Le premier domaine est sûrement celui de l'éducation, à partir de la famille, cellule fondamentale et élément précieux de toute société. La famille unie, féconde et indissoluble, porte avec elle les éléments fondamentaux pour donner espérance à l'avenir. Sans cette solidité, on finit par construire sur le sable, avec de graves conséquences sociales.
D'autre part, souligner l'importance de la famille non seulement aide à donner des perspectives et l'espérance aux nouvelles générations, mais aussi aux nombreuses personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon, parce qu'il n'y a plus la chaleur d'un foyer familial en mesure de les accompagner et de les soutenir. À côté de la famille, il y a les institutions éducatives, écoles et universités. L'éducation ne peut se limiter à fournir un ensemble de connaissances techniques, mais elle doit favoriser le processus plus complexe de croissance de la personne humaine dans sa totalité. Les jeunes d'aujourd'hui demandent à pouvoir avoir une formation adéquate et complète pour regarder l'avenir avec espérance plutôt qu'avec des illusions. Ensuite, les potentialités créatives de l'Europe dans divers domaines de la recherche scientifique, dont certains ne sont pas encore complètement explorés, sont nombreuses. Il suffit de penser par exemple aux sources alternatives d'énergie dont le développement servirait beaucoup à la protection de l'environnement. L'Europe a toujours été en première ligne dans un louable engagement en faveur de l'écologie. Notre Terre a en effet besoin de soins continus et d'attention. Chacun a une responsabilité personnelle dans la protection de la création, don précieux que Dieu a mis entre les mains des hommes. Cela signifie, d'une part, que la nature est à notre disposition, que nous pouvons en jouir et en faire un bon usage, mais d'autre part, cela signifie que nous n'en sommes pas les propriétaires. Gardiens, mais non propriétaires. Par conséquent, nous devons l'aimer et la respecter, tandis qu'au contraire, nous sommes souvent guidés par l'orgueil de dominer, de posséder, de manipuler, d'exploiter. Nous ne la gardons pas, nous ne la respectons pas, nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont il faut prendre soin. Respecter l'environnement signifie cependant non seulement se limiter à éviter de le défigurer, mais aussi l'utiliser pour le bien. Je pense surtout au secteur agricole appelé à donner soutien et nourriture à l'homme. On ne peut tolérer que des millions de personnes dans le monde meurent de faim, tandis que des tonnes de denrées alimentaires sont jetées chaque jour de nos tables. En outre, respecter la nature nous rappelle que l'homme lui-même en est une partie fondamentale. À côté d'une écologie environnementale, il faut donc une écologie humaine, faite du respect de la personne, que j'ai voulu rappeler aujourd'hui en m'adressant à vous. Le deuxième domaine dans lequel fleurissent les talents de la personne humaine, c'est le travail. Il est temps de favoriser les politiques de l'emploi, mais il est surtout nécessaire de redonner la dignité au travail, en garantissant aussi d'adéquates conditions pour sa réalisation. Cela implique, d'une part, de repérer de nouvelles manières de conjuguer la flexibilité du marché avec les nécessités de stabilité et de certitude des perspectives d'emploi indispensables pour le développement humain des travailleurs. D'autre part, cela signifie favoriser un contexte social adéquat qui ne vise pas l'exploitation des personnes, mais à garantir, à travers le travail, la possibilité de construire une famille et d'éduquer les enfants. De même, il est nécessaire d'affronter ensemble la question migratoire.
On ne peut tolérer que la mer Méditerranéenne devienne un grand cimetière. Dans les barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide. L'absence d'un soutien réciproque au sein de l'Union européenne risque d'encourager des solutions particularistes aux problèmes, qui ne tiennent pas compte de la dignité humaine des immigrés, favorisant le travail d'esclaves et des tensions sociales continuelles. L'Europe sera en mesure de faire face aux problématiques liées à l'immigration si elle s'est proposée avec clarté sa propre identité culturelle et mettre en acte des législations adéquates qui sachent en même temps protéger les droits des citoyens européens et garantir l'accueil des migrants. Si elle sait adopter des politiques justes, courageuses et concrètes qui aident leur pays d'origine dans le développement sociopolitique et dans la résolution des conflits internes, cause principale de ce phénomène. Au lieu des politiques d'intérêt qui accroissent et alimentent ces conflits, il est nécessaire d'agir sur les causes et non seulement sur les effets. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés, la conscience de sa propre identité est nécessaire aussi pour dialoguer de manière prospective avec les États qui ont demandé d'entrer pour faire partie de l'Union européenne à l'avenir. Je pense surtout à ceux de l'ère balkanique, pour lesquels l'entrée dans l'Union européenne pourra répondre à l'idéal de paix dans une région qui a grandement souffert des conflits dans le passé. Enfin, la conscience de sa propre identité est indispensable dans les rapports avec les autres pays voisins, particulièrement avec ceux qui bordent la Méditerranée, dont beaucoup souffrent à cause de conflits internes et de la pression du fondamentalisme religieux ainsi que du terrorisme international. À vous, législateurs, revient le devoir de protéger et de faire grandir l'identité européenne afin que les citoyens retrouvent confiance dans les institutions de l'Union et dans le projet de paix et d'amitié qui en est le fondement. Sachant que plus grandit le pouvoir de l'homme, plus s'élargit le champ de ses responsabilités personnelles et communautaires. Je vous exhorte donc à travailler pour que l'Europe redécouvre sa bonne âme. Un auteur anonyme du IIe siècle a écrit que les chrétiens représentent dans le monde ce qu'est l'âme dans le corps. Le rôle de l'âme est de soutenir le corps, d'en être la conscience et la mémoire historique. Et une histoire bimillénaire lie l'Europe et le christianisme. Une histoire non exempte de conflits et d'erreurs et aussi de péchés, mais toujours animée par le désir de construire pour le bien. Nous le voyons dans la beauté de nos villes, et plus encore dans celle des multiples œuvres de charité et d'édification humaine commune qui parsèment le continent. Cette histoire, en grande partie, est encore à écrire. Elle est notre présent et aussi notre avenir. Elle est notre identité. Et l'Europe a fortement besoin de redécouvrir son visage pour grandir, selon l'esprit de ses pères fondateurs, dans la paix et dans la concorde, puisqu'elle-même n'est pas encore à l'abri de conflits. Chers eurodéputés, l'heure est venue de construire ensemble l'Europe qui tourne, non pas autour de l'économie,
mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables. L'Europe qui embrasse avec courage son passé et regarde avec confiance son avenir pour vivre pleinement et avec espérance son présent. Le moment est venu d'abandonner l'idée d'une Europe effrayée et repliée sur elle-même pour susciter et promouvoir l'Europe protagoniste, porteuse de science, d'art, de musique, de valeurs humaines et aussi de foi. L'Europe qui contemple le ciel et poursuit des idéaux. L'Europe qui regarde, défend et protège l'homme. L'Europe qui chemine sur la terre sûre et solide, précieux point de référence pour toute l'humanité. Merci.